Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast vidéo du CERIF, le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Fergan Aziari, qui est essayiste, chroniqueur dans différents journaux et que je reçois aujourd'hui pour parler bien sûr d'islam et d'islamisme. Alors, Fergan Aziari, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit plusieurs textes et vous avez pas mal communiqué sur cette question de l'islam, de l'islamisme, de l'athéisme. Et vous contestez, comme je le fais d'ailleurs, la lecture géopolitique de la violence islamiste. Selon les politistes en général, cette violence n'aurait rien ou peu à voir avec l'islam. La religion ne serait finalement qu'un alibi pour exprimer des frustrations nées des péchés de l'Occident commis contre le monde arabo-musulman. Il n'y aurait pas d'islamisme, mais un terrorisme motivé par des considérations socio-économiques. L'islam ne serait au fond qu'un alibi selon cette lecture tiers-mondiste et néo-orientaliste qui, c'est à souligner, est celle de ceux qui ne lisent même pas ceux qu'ils prétendent défendre, puisque les islamistes affirment qu'ils font tout au nom de Dieu et jamais ces chercheurs ne donnent aucun crédit à ce qu'ils s'égosillent finalement à dire. Or, vous dites pas du tout. Les musulmans croient et agissent selon leur vision du monde. Ce sont des acteurs et non des victimes. Et vous fustigez ce néo-tiers-mondisme qui est à la base du wokisme et qui, pour vous, les infantilise. Est-ce que vous pouvez nous déplier tout ça ? Oui, merci beaucoup pour votre invitation. En effet, ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire cette propension assez moderne à sous-estimer le rôle du facteur religieux dans les affaires du monde est symptomatique d'une époque, finalement, qui ne prend plus au sérieux le fait religieux. Ce qui est assez nouveau, parce que, en fait, quand on fait un petit peu d'histoire, on se rend compte que les sociétés libérales, l'émergence des sociétés libérales est concomitante à la critique de ce que Spinoza appelait le théologico-politique. Donc il fut un temps où on prenait très au sérieux la question religieuse, et c'est précisément au nom et en réaction aux guerres de religion, à l'intolérance religieuse, que sont nées finalement les premières philosophies libérales. On ne comprend pas, par exemple, toutes les controverses au XVIIe, au XVIIIe siècle sur la tolérance, le fanatisme, si on n'a pas en toile de fond, effectivement, cette question du religieux qui hantait vraiment toutes les controverses politiques européennes à l'époque. Et pourtant, aujourd'hui, le fait religieux est soudainement relégué à une espèce d'épiphénomène. Et je pense qu'il faut y voir en effet l'influence de la vision marxiste de l'histoire, qui a eu énormément d'écho chez les élites occidentales. Si je résume assez vulgairement et rapidement cette théorie marxiste, en gros, dans la théorie marxiste de l'histoire, les religions, les croyances ne forment que la superstructure des sociétés. Et l'infrastructure, c'est-à-dire le véritable moteur de l'histoire, ce sont les conflits de classe, ce sont les rapports de force, ce sont les conditions matérielles d'existence. Et ce sont ces conditions matérielles d'existence qui vont déterminer ensuite les croyances, les normes et les valeurs qui sont donc celles des sociétés. Le problème de cette vision de l'histoire, c'est qu'elle ne me permet pas de rendre compte, en effet, de la diversité des réactions possibles face à une situation matérielle donnée. Prenons l'exemple de la colonisation. Le fait colonial n'a pas concerné seulement le monde musulman. Il se trouve que l'Occident a colonisé quasiment toute la planète et que toutes les régions du monde n'ont pas réagi de la même manière face aux défis de l'impérialisme occidental. Alors, comment expliquer, par exemple, que face au défi de l'impérialisme occidental, le Japon va réagir de telle manière, la Chine de telle manière, le Vietnam de telle manière, l'Afrique du Nord de telle manière, l'Afrique subsaharienne de telle manière. Donc la diversité des réactions ne peut s'apprécier que si l'on prend en compte, en effet, les croyances internes aux sociétés. Et ce sont ces croyances, en effet, qu'il faut prendre au sérieux, ce que ne font plus aujourd'hui nos observateurs, parce qu'ils sont finalement et paradoxalement empêtrés dans une vision très eurocentrée de l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à considérer le monde musulman tel qu'il est, et on persiste à envisager le monde musulman uniquement à travers sa relation exclusive avec l'Occident, quitte
à retomber dans tous les travers, finalement, qui étaient dénoncés par les premières idéologies tiers-mondistes. L'eurocentrisme. C'est une vision très eurocentrée que de partir du principe que tout ce qui se passe dans le monde musulman est une réaction aux erreurs réelles ou supposées de l'Occident, sans prendre le temps d'analyser les dynamiques endogènes propres aux cultures musulmanes. Parce que non, le monde musulman, malheureusement, n'a pas attendu l'arrivée de Bugeaud en Algérie ou l'arrivée de Bonaparte en Égypte pour être le terreau de toutes sortes de courants fondamentalistes, hostiles aux libertés, à l'égalité, au pluralisme. Ce sont des courants qui sont là depuis le début du monde musulman, depuis sa naissance. Cette hostilité, elle est quand même nourrie par la rencontre avec l'altérité. Effectivement, il y a quand même un aspect réactif à ce qu'on appelait le revivalisme, par exemple, islamique, courant du 19e siècle, début du 20e siècle. Le monde musulman, qui ne se pense pas que comme un espace culturel, mais comme une civilisation, se trouve dans une difficulté qu'il attribue à sa propre faiblesse, mais aussi à la domination occidentale. C'est vrai aussi. Alors, c'est vrai, mais je pense que le monde musulman n'a pas attendu le 19e siècle pour manifester une hostilité vis-à-vis de l'altérité. Malheureusement, quand on examine l'histoire du monde musulman, on se rend compte, quoi qu'en disent les partisans de la prétendue tolérance islamique médiévale, que cette hostilité à l'altérité est ancrée dès le début de l'islam. Il faut se souvenir qu'au 7e siècle donc commencent les conquêtes arabes. Les musulmans vont envahir toutes sortes de régions, vont détruire la Perse sassanide, vont s'emparer de la Mésopotamie, vont dérober à l'Empire romain d'Orient la Syrie, la Palestine, l'Égypte, excusez-moi, vont s'étendre en Afrique du Nord, détruire l'Espagne visigothique, et on se rend compte que les musulmans vont entretenir un problème avec l'altérité dès le début. Par exemple, il est de notoriété publique que les musulmans vont manifester un désintérêt assez spectaculaire pour toutes les cultures qu'ils vont rencontrer. De sorte que les musulmans ne vont jamais ressentir le besoin, par exemple, d'apprendre le grec dans les provinces hellénophones qu'ils vont envahir, qu'ils ne vont jamais ressentir le besoin d'apprendre le latin dans les pays où le latin circule, qu'ils ne vont jamais ressentir le besoin d'apprendre le syriaque dans les pays où le syriaque est implanté. Donc on a quand même un rapport à l'altérité qui est très conflictuel dès le début. Et très arabo-centré aussi. Et très arabo-centré. En raison d'ailleurs de la langue du Coran. Tout à fait. La langue arabe. Enfin, il faut quand même se rendre compte que jusqu'au XVIIIe siècle, par exemple, les musulmans ne vont pas ressentir le besoin d'apprendre ne serait-ce qu'une langue occidentale. On ne recense pas un savant musulman jusqu'au XVIIIe siècle qui est tenté d'apprendre une langue occidentale, alors même que le monde musulman va se frotter à l'Occident constamment. Et comment vous expliquez ça? Alors, on peut comparer. En effet, cette attitude à celle, par exemple, de l'Europe chrétienne, qui va, elle, développer toute une tradition orientaliste, qui sera critiquée notamment par Edward Said et toute cette bande-là. Mais cette tradition orientaliste, qui puise ses origines dans l'Europe médiévale, où on va recenser dès le Moyen-Âge des lettrés européens, par exemple, qui vont apprendre l'arabe, cette tradition orientaliste n'aura jamais son pendant en terre d'islam. Et ceci alors même que les musulmans, je le redis, ont envahi des pays qui étaient majoritairement de culture chrétienne et que l'Empire ottoman, par exemple, va rester en Europe jusqu'au XXe siècle. Donc ce rapport à l'altérité qui est assez fermé, moi je l'explique en effet par une forme de sectarisme que l'islam entretient, une espèce de mépris pour les cultures infidèles, qui d'ailleurs ressemble aussi au mépris que les musulmans ont manifesté pour les cultures pré-islamiques. Il est assez désolant de constater à quel point, par exemple, les musulmans sont sous-représentés parmi les spécialistes des mondes anciens et pré-islamiques. Parce que vous avez toute une propagande musulmane, effectivement, qui dépeint le monde pré-islamique comme étant un monde d'obscurité, de barbarie, d'ignorance. Et donc quand vous prenez aujourd'hui les spécialistes des mondes anciens, des mondes hellénistiques, des mondes perses, ces spécialistes sont majoritairement occidentaux, en tout cas ne sont pas souvent musulmans. Donc oui, vous avez effectivement
un rapport à l'altérité qui est très fermé dans le monde musulman et qui a même fini par être épinglé par quelqu'un comme Edward Said, qui n'est pas le plus islamophobe, mais qui a lui aussi fini par remarquer que, en effet, il y a ce rapport étrange, très fermé à la culture de l'autre, qui, à mon avis, est à l'origine de beaucoup de maux aujourd'hui. Alors c'est un aspect qu'on connaît peu de Edward Said, que je n'avais pas remarqué moi-même, puisqu'on le connaît plutôt comme quelqu'un qui a pointé la domination occidentale sur l'Orient, la création ou l'invention de l'oriental, et cet orientalisme a ensuite été repris par les néo-orientalistes dont je parlais au début. Alors à quoi peut-on attribuer cette incapacité de penser l'altérité dans une religion qui pourtant dit il n'y a pas de contrainte en religion, et qui donne un espace à ce qu'ils appellent les dhimmis, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et d'autres groupes qui ont un statut particulier, qui peuvent rester ce qu'ils sont. Alors évidemment, ce qu'ils sont dans le cadre de l'islam, ce qui fait qu'ils ne peuvent évidemment pas s'auto-déterminer. Donc ce rapport à l'altérité pour vous est problématique et se noue donc dès les origines de l'islam. Pourtant, on trouve quand même au fil du temps des syncrétismes, c'est-à-dire des formes religieuses islamiques qui se sont quand même adaptées aux cultures locales. Ce qu'on a vu se développer à partir des années 70, et je parle bien sûr de l'Iran, mais partout dans le monde ensuite avec cette vague de l'islamisme, ça a justement montré qu'il y avait un contraste entre cet islam, je dirais puriste, littéraliste, dogmatique, et finalement des formes d'islam qui s'étaient intégrées au terreau social et culturel, pardon. Et c'était ça qu'on espérait d'ailleurs quand les musulmans sont arrivés en Europe. On espérait que l'islam soit, ou en tout cas que l'Europe, on disait à l'époque, soit une chance pour l'islam. Alors, c'est vrai que la lecture littéraliste, fondamentaliste de l'islam n'est pas celle qui a toujours prévalu en tout temps et en tout lieu. Donc là-dessus, il faut en effet ne pas faire des musulmans une espèce de bloc monolithique qui serait figé. Je crains toutefois que ces moments de dilution de l'islam ne se font pas sans dissonance cognitive. Et moi, c'est ma crainte, et c'est en effet ce qui me pousse à être sceptique quant à l'éventualité d'une réforme de l'islam qui est un serpent de mer maintenant depuis au moins 2 siècles. Tout comme en effet, je suis sceptique quant à la distinction qu'on introduit régulièrement en Occident entre l'islam et l'islamisme. Pourquoi mon scepticisme? D'une part, en raison de considérations historiques. Alors, juste pour comprendre d'où vient cette distinction islam-islamisme, il faut déjà se souvenir que au XIXe siècle, quand on parle d'islam et d'islamisme, ce sont 2 termes qu'on utilise de manière complètement interchangeable pour désigner la religion musulmane en tant que telle, ou la religion mahométane, c'était aussi un autre terme qui était utilisé. Quand par exemple Ernest Renan intitule sa conférence à la Sorbonne L'islamisme et la science en 1883, il parle de l'islamisme comme on emploierait aujourd'hui le terme de bouddhisme ou de judaïsme pour désigner la religion musulmane. Donc quelque chose de très différent de ce qu'on entend aujourd'hui. Exactement. D'accord. Donc à l'époque, c'est utilisé de manière complètement interchangeable, et à l'époque aussi, quand on parle de l'islam ou de l'islamisme, il est entendu que l'islam n'est pas seulement une foi, mais est aussi une législation. Et d'ailleurs, vous avez toute une littérature qui, dès le XVIIIe siècle, va exalter la figure du Mahomet législateur. Je pense par exemple à des personnages comme le comte de Boulainvilliers ou l'orientaliste Georges Sall, qui vont exalter la figure du Mahomet réformateur, législateur, politicien, ce qui montre là aussi que les Lumières et cet orientalisme ne constituent pas un bloc monolithique. Ce n'est que dans la deuxième moitié du XXe siècle. Juste petite parenthèse, pourquoi l'exaltait-il? Parce qu'il y a cette tendance dans les Lumières, une espèce de recherche à l'exotisme qui est très présent, un intérêt porté pour toutes les cultures du globe, et d'une part... Là, ils soulèvent la question de la loi. Oui, tout à fait. Mais l'exaltation de l'islam est aussi une manière, chez certains auteurs, de critiquer discrètement l'Église catholique. C'est notamment très présent dans le cas de Voltaire et sa pièce de théâtre Mahomet ou le fanatisme. On a accusé cette pièce de théâtre d'être une espèce de
pamphlets islamophobes, alors qu'en fait c'était une attaque dirigée contre l'Église qui a valu à cette pièce d'être interdite en France. Et donc ce n'est qu'à partir du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, qu'on va introduire une distinction entre l'islam et l'islamisme, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces termes pour désigner deux réalités prétendument distinctes, avec d'un côté donc l'islam qui est réputé être une foi strictement privée, et l'islamisme qui sert à désigner une pratique, on va dire, particulièrement agressive, ostentatoire de l'islam, et qui ne serait pas dépourvue d'ambition politique. Et de manière assez intéressante, cet usage nouveau du terme islamiste, est concomitant à l'arrivée de nombreux immigrés en Europe d'origine musulmane. Donc moi, je décèle en effet dans cet usage une volonté, alors tout à fait noble, de ne pas stigmatiser évidemment les communautés musulmanes implantées en Europe, et aussi une manière de se rassurer en se disant finalement que tous les phénomènes déplaisants que l'on recense en Iran, en Afghanistan, dans le sous-continent indien, les djihad islamiques nord-africains aussi, ne rencontreraient aucun écho dans la population musulmane européenne. Le problème de cette distinction, c'est que d'une part, effectivement, elle a un caractère assez artificiel. Cette distinction islam-islamiste est une construction sémantique occidentale qui n'a pas vraiment d'ailleurs son équivalent dans la langue arabe, ce qui n'est pas sans poser de soucis diplomatiques d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que les sociétés arabes entendent des politiciens européens dire qu'ils vont lutter contre l'islamisme, ces sociétés entendent qu'on va lutter contre l'islam. Et ça a été quelque chose qui a été reproché notamment à Emmanuel Macron après son discours des Mureaux, c'est-à-dire que chaque fois que M. Macron parlait de lutter contre le séparatisme islamiste dans le monde arabo-musulman, on entendait il veut lutter contre l'islam. Donc on a déjà ils avaient envie aussi peut-être d'entendre ça. Ils avaient peut-être envie d'entendre ça, mais le fait en tout cas que ce soit perçu comme tel montre aussi ces difficultés sur le plan sémantique. Je me souviens par exemple d'un entretien de Gilles Kepel sur une radio du service public où il déplorait qu'on ne faisait pas suffisamment l'effort de traduction pour faire passer effectivement ce message au monde arabe, ce qui montre là encore qu'il y a une vraie difficulté technique en effet à distinguer deux réalités qui, dans la tête de la plupart des habitants du monde arabo-musulman, sont plutôt confondues. Deuxième raison pour laquelle effectivement cette distinction me rend un peu sceptique, c'est que d'une part on brouille la perception du phénomène qui nous assiège, et on entretient en effet l'illusion que l'islam serait une religion anodine, ce qu'elle n'est pas. Et enfin, troisième inconvénient, je pense qu'il y a aussi... Anodine, excusez-moi sur le terme anodin. Une religion anodine, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Une religion tout à fait qui n'entretiendrait aucune relation compliquée avec les principes des démocraties libérales. On sait très bien que c'est faux, que l'islam entretient quelques conflits et de nombreux conflits avec le principe de liberté individuelle, d'égalité, de pluralisme. Peut-être parce que c'est pas une religion comme les autres. Parce que ce n'est pas une religion comme les autres. Aucune religion n'est tout à fait identique. Enfin, chaque religion est singulière. Spécificité, et donc c'est pourquoi il est vain de parler des religions au pluriel et de les mettre dans le même sac. Non, enfin, ce que je voulais dire, c'est pas une religion comme les autres qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on a, c'est ce que dit Rémi Brague. On croit souvent que l'islam c'est la religion, c'est le christianisme des Arabes. Voilà, c'est ça. Oui, non, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on est tenté, en effet, de voir l'islam avec nos propres lunettes chrétiennes, en occultant le fait que ce sont des religions qui sont nées dans des contextes anthropologiques complètement différents. Et comme ces religions sont nées dans des contextes anthropologiques différents, elles ne sont pas porteuses des mêmes normes et des mêmes valeurs sociales pour le meilleur et pour le pire. Le christianisme, à la base, c'est une secte dissidente du judaïsme, mais un judaïsme inséré dans un empire romain qui est lui-même très hellénisé. Et donc ce n'est pas un hasard si les évangiles ont été rédigés en grec en premier lieu, ce n'est pas un hasard si on recense
dès les débuts du christianisme, une intense littérature antichrétienne qui va reprocher aux chrétiens d'avoir plagié un certain nombre d'éléments de la culture hellénistique de l'époque. Donc pour revenir à ce qu'on disait, la distinction islam-islamisme, ça serait aussi le fait de ne pas vouloir voir la spécificité de cette religion. Tout à fait, et c'est aussi une manière, je crois, terrible d'infantiliser les musulmans. Et moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est-à-dire que on veut absolument cajoler les musulmans dans la superstition en leur parlant comme des enfants, alors qu'il conviendrait, selon moi, de leur parler comme des adultes et de leur dire la vérité, c'est-à-dire de traiter les musulmans comme des adultes capables d'entendre des vérités tout à fait raisonnables, et donc de ne pas les cajoler dans des contes de fées comme moi je parlerais à mon gosse de 3 ans du Père Noël. Et je trouve il y a une espèce de condescendance aussi, et en cela je ne suis pas tout à fait totalement réfractaire à certains aspects de la littérature postcoloniale. Cette propension très occidentale, effectivement, à infantiliser le non-occidental, je pense qu'il y a beaucoup de vrai aussi dans cette objection qui est régulièrement formulée par tous ces courants tiers-mondistes. Et en effet, cette espèce de complaisance, d'indulgence à l'égard des inférieurs, des êtres inférieurs, en tout cas inférieurs entre guillemets, oui, évidemment. Que l'on ne juge pas capable finalement d'exercer le même esprit voltairien qui fut le nôtre contre le catholicisme, toute proportion gardée, parce que je ne pense pas non plus qu'on puisse renvoyer toutes les religions dos à dos. Donc je pense que si on veut vraiment respecter les musulmans, il faut commencer par respecter leur intelligence et leur dire les choses franchement et honnêtement. Ça veut dire quoi ? Et les prendre au sérieux. Et les prendre au sérieux, et leur parler, encore une fois, j'insiste là-dessus, comme des adultes. Leur parler comme des adultes, ça veut dire déjà leur dire la chose suivante. Demandez-vous pourquoi vous êtes en Europe. Demandez-vous pourquoi ce sont dans les pays non musulmans que les musulmans ont le plus de droits et de libertés. Demandez-vous pourquoi ce sont dans les pays non musulmans que la condition des musulmans est la moins désagréable. Première chose. Le jour où vous vous poserez cette question-là, je pense qu'on aura fait déjà un grand pas. Donc si vous êtes en Europe, ce n'est pas pour rien. Si vous êtes en Europe, c'est pas à cause de la colonisation et toutes ces bêtises, parce que le monde musulman avant la colonisation européenne n'était pas un Eldorado de droits de l'homiste, qu'on se le dise. Mais pour en revenir à la distinction islam-islamisme, moi je vois une contradiction en fait dans ce que vous dites. C'est-à-dire que vous dites à la fois que l'islam ne peut pas évoluer, finalement il n'a jamais évolué, qu'il a toujours été comme il était, qu'il n'y a pas de possibilité justement de le défaire de sa charia et des éléments qui sont pas compatibles avec nos sociétés. Et après vous dites on ne les prend pas assez au sérieux, on ne les croit pas capables d'évoluer. Mais alors l'islam peut-il se réformer, oui ou non ? Moi, je pense que l'islam ne peut pas se réformer, mais que les musulmans, en revanche, ne sont pas attachés, ne sont pas, destinés à être dans l'islam. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se séparer de la religion. Soit être dedans, soit être dehors. Mais exactement. Ça veut dire qu'on ne peut pas être musulman, croyant, pratiquant, laïque ? Disons que dans une société européenne. C'est possible. Évidemment, moi, je suis issu d'une famille de culture musulmane, donc je peux tout à fait témoigner du fait qu'il y a dans ma famille des gens qui sont tout à fait à l'aise avec les principes des sociétés libérales et laïques. Je dis simplement que cette attitude n'est pas, exempte de contradictions et ne se fait pas sans dissonance cognitive. Et certes, mais toute adaptation nécessite à un moment donné une dissonance cognitive. Oui, mais elles sont plus ou moins graves. Ces distances cognitives, elles peuvent être plus ou moins grandes. C'est-à-dire qu'on connaît tous, par exemple, des écolos qui prennent l'avion 3 fois par jour. Bon, c'est une dissonance cognitive qui existe. On connaît tous des libéraux bien qui sûr, vivent mais elle est transitoire, de l'État. Elle est nécessaire, mais quand vous avez effectivement un conflit entre des normes d'inspiration humaine plutôt libérales et des normes prétendument divines qui sont, elles, complètement despotiques, ça crée une dissonance cognitive, ça crée un tiraillement, ça crée aussi des chocs très violents dans la société, et ces chocs sont ceux que connaissent les sociétés arabo-musulmanes depuis 2 siècles. Et les sociétés européennes aussi. Et les sociétés européennes aussi, les minorités. Avec d'un côté cette espèce de fascination à la fois pour la modernité occidentale, et en même temps un attachement un peu chauvin et puéril à des traditions complètement dépassées et sans aucune valeur ajoutée, et ça crée effectivement une violence, je crois, dont on peut faire l'économie.
en expliquant tout simplement que, en fait, l'islam n'est pas nécessaire pour être un être humain épanoui, accompli. Vous en êtes l'illustration, voilà, l'incarnation. L'apostasie, ça existe. Être islam, ce n'est pas une fatalité biologique. Il n'y a pas de gène musulman, il n'y a pas de gène coranique, il n'y a pas de gène mahométan. Personne ne naît avec l'obligation de croire en la prophétie d'un bédouin illettré du 7e siècle qui pratique l'esclavage sexuel tout en se croyant mandaté par un être invisible pour répandre son message sur Terre. On ne naît pas avec l'obligation d'adhérer à une telle superstition. Les musulmans sont devenus musulmans par un accident de l'histoire. Les Arabes n'ont pas toujours été musulmans. Ils ont été païens, ils ont été juifs, ils ont été mazzéens, ils ont été chrétiens. L'Arabie était elle-même très christianisée avant l'arrivée de l'islam. Les Arabes ont côtoyé la civilisation romaine et hellénistique. Les Arabes ont donné des empereurs et des impératrices à Rome. Il existe encore aujourd'hui des Arabes chrétiens, athées, et ça ne les rend pas moins dignes pour autant. Donc cette idée que l'islamité serait indispensable à la dignité humaine, qui est une idée qui est très ancrée dans le monde musulman, où effectivement on vous apprend que hors de l'islam, point de salut. Je pense que c'est cette idée-là qu'il faut mettre en pièces en disant aux gens, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous n'êtes pas enfermés, enchaînés dans vos traditions prétendument ancestrales qui n'ont pas toujours été ancestrales. Parce qu'encore une fois, le monde musulman n'a pas toujours été musulman. Et à bien des égards, on peut dire aussi que l'islam a arraché l'Afrique du Nord, l'Orient, l'Anatolie, la Mésopotamie à des civilisations qui étaient autrement plus raffinées. Et je pense que ce n'est pas pour rien, si vous voulez, que les propagandistes de l'islam entretenir à ce point le silence sur le passé pré-islamique. C'est-à-dire que je crois beaucoup en la force de l'histoire et en la force de la mémoire. Cette possibilité, cette nécessité de ressusciter une mémoire pré-islamique qui ferait comprendre aujourd'hui au peuple d'Orient que l'arrivée de Mahomet et de ses sbires a été effectivement une catastrophe, une tragédie, et quelque part constitue le péché originel, est à l'origine non pas de tous leurs maux, mais en tout cas d'une grande partie de ces derniers. Et je pense que le monde musulman et que le monde tout court seront sauvés le jour où les musulmans se demanderont sur un ton nostalgique ce que serait leur existence aujourd'hui si Mahomet avait échoué et n'avait jamais quitté sa grotte. Alors les laïcs d'origine chrétienne qui sont sortis de la religion peuvent entendre ça concernant leur religion sans aucun problème, mais quand il s'agit des musulmans, ils ont des doutes, ils se demandent si c'est pas une parole islamophobe. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, d'une part, l'islamophobie, c'est-à-dire la psychiatrisation du rejet de l'islam, je ne suis pas certain que ce soit une bonne manière d'aborder les choses. On peut tout à fait critiquer les religions, quelles qu'elles soient. On a le droit de ne pas aimer le christianisme, on a le droit de ne pas aimer l'athéisme, le judaïsme, l'islam. Et donc, quand bien même, encore une fois, une parole critique de l'islam manifesterait une forme de rejet de cette religion, encore une fois, ce n'est pas grave, ce n'est pas un mal. Et je dis ça en rappelant que être hostile à l'islam, encore une fois, ce n'est pas être hostile aux croyants dans la mesure où, c'est Ernest Renan qui le disait, affranchir le musulman de sa religion, c'est probablement le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Donc c'est au contraire, en partant du principe que les musulmans sont les premières victimes de leur superstition, qu'on fait le constat que l'islam est une religion indésirable. Et ce n'est pas du tout détester les peuples musulmans, les peuples d'Orient, les peuples du Maghreb, que de jeter un regard critique de sur cette religion. C'est au contraire un moyen de leur dire, mais vous méritez mieux. Vous méritez mieux, et cette religion, cette superstition ne vous mérite pas. Donc je pense qu'il faut, en effet, apprendre à faire cette distinction entre d'un côté l'islamité et l'identité nationale des peuples qui aujourd'hui se revendiquent de l'islam. Alors, c'est très compliqué parce que en effet toute la propagande islamiste a réussi à convaincre les Arabes, les Turcs, les Persans que l'islam serait une composante essentielle
de leur identité personnelle et collective. Mais là encore, il faut rappeler que les mondes arabes, les mondes turcs, les mondes persans précèdent l'avènement de l'islam. Mais ma question, elle portait plutôt sur les ex-chrétiens. Comment se fait-il que les ex-chrétiens continuent à considérer que c'est une atteinte à la religion des musulmans que de justement remettre en question cette religion génétique pour les autres? Pour eux, ils sont passés par là. Ce que je veux dire très concrètement, c'est que on a une majorité de Français qui sont sortis du catholicisme et ils ont tendance à considérer que ceux qui sortent de l'islam sont des gens d'extrême droite, islamophobes, etc. Oui, les apostats sont en effet perçus comme des traîtres à leur peuple. Je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. Il y a une forme de condescendance qu'on a déjà évoquée. Voilà. C'est-à-dire encore une fois, je pense que... Et là, les postcoloniaux n'ont pas tort sur cette question-là. Oui, les postcoloniaux n'ont pas tort. C'est-à-dire qu'il y a une forme effectivement de condescendance teintée de rousseauisme, l'idée que le bon sauvage... l'idée qu'on ou l'authentique aussi, il y a Exactement. une fascination pour ce qui est authentique. Cette idée que l'islam serait l'identité authentique des peuples aujourd'hui plongés dans cette superstition. C'est-à-dire que l'idée que l'arabe véritable, l'arabe authentique, serait l'arabe musulman et qu'un arabe laïque, athée, anticlérical ou je ne sais quoi, serait quelque part une trahison, trahirait son identité. Donc j'appelle ça le syndrome Pierre Loti, du nom effectivement de cet écrivain, de ce romancier qui a développé l'exotisme en idéalisant tous les aspects prémodernes des cultures non occidentales. Je pense notamment à son livre sur le Maroc, où il visite le Maroc et il se dit c'est génial ce pays, le Maroc, ce pays où il n'y a pas de presse, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de chemin de fer, ce pays est resté authentique, n'est-ce pas? Alors certes, on coupe quelques têtes de temps en temps, mais enfin ça fait partie du charme local. Cette idée finalement que la civilisation moderne serait quelque chose qui appartiendrait aux Blancs, à l'Européen, mais que les Arabes là-bas, ces gens là-bas sont faits pour autre chose. C'est-à-dire que les normes bourgeoises occidentales sont exclusives à l'Occident, appartiennent exclusivement à l'Occident, mais les Arabes, les Turcs, les Persans, eux, pour je ne sais quelle raison, sont faits pour autre chose, sont faits pour rester dans le régime théocratique, sont faits pour rester dans l'avilissement, sont faits pour révérer toutes sortes d'esprits un peu bizarres et sont faits pour toutes ces choses ésotériques qui ne nous conviennent pas, nous, occidentaux, parce que nous sommes un petit peu au-dessus de tout ça. Donc ça, c'est ce que j'appelle effectivement le syndrome Pierre Loti, qui est un syndrome qui est ravageur, qui en effet conduit les descendants de l'immigration arabo-musulmane à être catalogués à l'extrême droite dès lors qu'ils ont un esprit un peu voltairien. Ça se voit beaucoup dans la manière dont on traite Kamel Daoud ou Boualem Sansal, par exemple. Je rappelle quand même que ce sont deux écrivains d'origine maghrébine et qui sont athées, qui professent un athéisme militant et on ne leur pardonne pas. C'est-à-dire que si Kamel Daoud arrivait avec son petit turban, avec un Coran à la main, il serait sans doute très très bien reçu dans toutes sortes de milieux. Mais dès lors, en effet, qu'il brandit Voltaire, qu'il brandit Spinoza, la langue française, on le considère comme un traître à son pays parce que effectivement, il est réputé trahir une identité entre guillemets authentique. Mais ce brevet d'authenticité étant décerné de manière complètement arbitraire. Ça s'applique à vous. Comment avez-vous fait, vous, pour vous émanciper de cette tutelle-là et des deux côtés, du côté musulman comme du côté non musulman? Moi, mon parcours est un peu atypique. D'une part, je pense que j'ai de la chance d'être né dans une famille qui n'était pas du tout rigoriste. Mes parents sont originaires des Comores, qui a subi l'influence française. Et mon grand-père était cadi, donc il était juge. Et en fait, à l'époque, le colonisateur a en effet fonctionnarisé le personnel musulman pour essayer de diluer un petit peu le discours islamique, essayer de le franciser. Et le contrôler aussi. Donc je pense que ça
a contribué aussi à façonner le milieu dans lequel j'ai grandi. Moi, mon éloignement, la distance que j'ai prise, on s'explique plutôt par des considérations sociologiques, c'est-à-dire que les milieux que je fréquentais font que j'étais pas biberonné non plus, je n'étais pas immergé dans la religion du matin au soir, et puis à un moment où, à mes 18 ans, je me suis dit, mais en fait, bon, tout ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, et le divorce s'est fait plutôt à l'amiable, à la base. Simplement, effectivement, moi, j'appartiens aussi à une tradition libérale, et quand vous appartenez à une tradition libérale, bon, bah, vous en venez à un moment, effectivement, à constater une espèce de conflictualité entre les principes auxquels vous êtes attachés et le fonctionnement des sociétés musulmanes aujourd'hui. Et de fil en aiguille, en faisant vos recherches, bah, vous vous rendez compte que les mots que vous constatez dans le pays de vos parents et dans le monde musulman ne sont pas des mots qui sont accidentels, mais sont des mots qui sont tout à fait logiques au regard effectivement de la nature et du message que porte la religion musulmane. Donc partant de là, en effet, j'ai pris mes distances et faisant partie de ceux qui ne s'accommodent pas de l'état du monde musulman, bah, je mets aujourd'hui un point d'honneur à souligner effectivement la nécessité pour ce monde-là de s'affranchir et de se débarrasser totalement de cette superstition. Alors je sais que ça paraît complètement irréaliste et surréaliste pour beaucoup de gens qui me disent mais en fait t'y crois pas. Alors je ne dis pas que ça se fera du jour au lendemain. Ça prendra peut-être plusieurs siècles. Mais tenons un discours de vérité. Ne soyons pas dans cette condescendance, parions sur l'intelligence des gens et tentons d'exposer en effet les musulmans à un discours non pas radical, parce qu'en soi, dire que l'islam est une superstition qui ne repose sur rien, c'est pas vraiment un discours radical. Je pense que la science est plutôt de mon côté, et c'est d'ailleurs pas pour rien d'ailleurs que le monde musulman se refuse aujourd'hui à une analyse historico-critique des textes coraniques, prophétiques, parce que je pense que la plupart des prétendus savants musulmans et autres charlatans redoutent en réalité cette approche scientifique. Et de ce point de vue-là, il y a aussi un décalage assez spectaculaire entre l'Occident et l'Orient. L'Occident se familiarise avec la méthode historico-critique des textes sacrés depuis au moins le XVIIe siècle, avec Spinoza. Le monde musulman n'a pas commencé le 10e du début de ce travail. Et tout ça est une véritable tragédie. Mais pour en venir à vous, on parle sans arrêt de difficulté de s'exprimer, liberté d'expression, il y a des conférences qui sont censurées, liberté de conscience, etc. Et vous arrivez, vous, dans les médias, et vous dites tranquillement, c'est une superstition, et rien ne se... Et vous échappez en fait à toutes les critiques. Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce qu'il y en a d'autres qui pensent comme vous, mais ils se taisent, ils ont peur. Qu'est-ce qui vous donne ce courage? Alors, je sais pas si je suis plus courageux que d'autres. Alors, je sais pas si je pense que bon, d'une part, quand vous êtes originaire effectivement du monde musulman, votre parole a plus de portée nécessairement que quelqu'un qui émet une critique de l'extérieur. Hélas, moi je ne m'en réjouis pas. Je pense que l'islam n'appartient pas aux musulmans et que c'est un objet que tout le monde peut s'approprier. Après tout, l'islam est une religion qui s'adresse à toute l'humanité, donc pourquoi toute l'humanité ne pourrait pas répondre à l'islam? Donc cette idée, effectivement, que pour critiquer l'islam, il faut en être issu, il faut avoir connu, être né dans un milieu musulman, qui est une idée qui a fait énormément de ravages, y compris dans les milieux universitaires. J'allais y venir, oui. Je prends encore une fois l'exemple d'Edouard Saïd, qui a eu, je crois, un effet dévastateur dans la discipline, qui a jeté comme ça une espèce de doute, de suspicion sur toutes les études orientales, en faisant peser un soupçon d'impérialisme, de néocolonialisme et de racisme sur toute approche critique du monde musulman, et ceci alors que, je le répète, l'Occident s'est construit aussi sur une autocritique permanente
de ses propres traditions. Donc, mais c'est vrai même de l'approche de la science et du savoir dans le wokisme, qui considère qu'il faut être de l'intérieur, un insider, pour pouvoir parler de son milieu. Ça s'est généralisé, ça c'est évidemment c'est de tribalisation de l'espace public. Alors seuls les hommes peuvent parler des hommes, seules les femmes peuvent parler des femmes, seuls les noirs peuvent parler des noirs. Bon, dans ce cas-là, on arrête de vivre ensemble et on remet en place une espèce d'apartheid, chacun de son côté. Donc je suis pas sûr que ce soit un idéal très très réjouissant. Pas seulement d'ailleurs en parler, mais le représenter. On le voit chez les acteurs, etc. C'est de l'appropriation culturelle, Tout à fait. Donc tout ça, effectivement, ce sont des bêtises. L'islam est un texte qui est accessible par la raison humaine, qui est une raison effectivement que nous avons tous. C'est un texte, encore une fois, qui s'adresse à toute l'humanité. Et donc, à ce titre, je ne vois pas au nom de quoi on interdirait effectivement aux non-musulmans de critiquer cette religion, parce que ce serait créer une asymétrie et une inégalité de fait entre les musulmans et les autres. Et encore une fois, c'est partir du principe que les musulmans ne seraient pas capables d'entendre la critique. Donc il y a une forme là aussi de paternalisme, de condescendance, voire de racisme dans ce postulat qui consiste à partir du principe que les musulmans seraient trop bêtes, trop stupides ou trop je ne sais quoi pour entendre une critique rationnelle. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut... Après, il n'y a pas que l'infériorisation, il y a aussi la peur. C'est-à-dire qu'on sent aujourd'hui l'impact, bien sûr, du terrorisme, mais du terrorisme intellectuel aussi. C'est-à-dire que on le voit avec l'Algérie, ce que les Algériens mobilisent de la situation coloniale, et finalement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas répondre, qu'on n'est pas en capacité de faire revenir Boualem Sansal, par exemple. Vous avez parfaitement raison. Il y a aussi cette peur qui est pour le coup propre à l'islam, parce que c'est l'une des rares religions pour lesquelles on risque vraiment sa peau quand on sort déjà d'une part de l'islam, quand on voit le traitement qui est réservé aux apostats et quand on voit en effet le sort réservé à ceux qui brûlent des Corans. Je pense à Solomon Momika en Suède. Mais cette peur, elle se nourrit d'une lâcheté collective, c'est-à-dire que j'avais beaucoup apprécié le discours de Sophia Aram quand elle disait, mais en fait, une voix isolée est par définition une voix beaucoup plus fragile. C'est-à-dire que si nous étions tous collectivement en train de nous lever contre les fanatiques, je pense que les fanatiques seraient beaucoup plus intimidés. Le fait est qu'aujourd'hui, la critique de l'islam est encore le fait de figures qui sont trop isolées, qui ne sont pas suffisamment soutenues par une opinion publique active, et cela contribue en effet à marginaliser les voix critiques de l'islam, tout en les exposant à des dangers auxquels ils ne seraient peut-être pas exposés si nous étions tous collectivement beaucoup plus courageux. Mais d'ailleurs, c'est pas que la critique de l'islam, ça peut être aussi la critique de l'islamisme. Moi, je fais la distinction, et aussi le fait de désacraliser les études sur l'islam, puisqu'on en est là aujourd'hui. Il faudrait, et ça c'est le résultat de l'islamisation de la connaissance portée par les frères musulmans, il faudrait étudier l'islam, mais seulement dans son cadre, ce qui est évidemment pas une approche scientifique. Donc c'est un petit peu là où on en est. C'est beaucoup plus grave puisque les universités en particulier sont devenues des éléments toxiques dans les recherches ou dans la connaissance de l'islam et des phénomènes islamistes qui nous frappent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à l'université? Après tout, vous avez les connaissances. Vous n'avez peut-être pas eu envie de faire une carrière universitaire, je ne sais pas. Et comment faire? Est-ce que l'université, qui est quand même le maillon faible, peut se remettre comme elle est, ou est-ce qu'il faut la privatiser? Qu'est-ce que vous pensez de son avenir? Alors moi, je suis pas universitaire, je n'ai pas de diplôme là-dessus, je suis autodidacte et je le revendique. Donc toutes mes recherches se font dans un cadre personnel, je passe pas mal de temps dans les bibliothèques, mais je lis les universitaires et je lis les travaux, et je pense qu'on a quand même en France la chance d'être dans un pays qui a une grande tradition orientaliste et une grande tradition en matière d'islamologie. Alors c'est vrai qu'elle se... Je parlais de l'université aujourd'hui. Oui, bien sûr, qu'elle se perd aujourd'hui. Les critiques venant de toutes les études postcoloniales n'ont pas aidé. Je pense encore une fois à Edouard Saïd, qui, je le martèle, effectivement, a eu un impact assez dévastateur sur la discipline, de l'aveu d'ailleurs des principaux intéressés. J'avais moi-même interviewé Guillaume Di, qui est l'un des auteurs du Coran des historiens.
qui m'avait expliqué à quel point, effectivement, la critique de l'orientalisme a été vraiment a eu un impact complètement ravageur sur le courage, l'honnêteté intellectuelle et tout à fait et l'indépendance finalement d'esprit des chercheurs qui travaillent sur la question. Moi, je pense qu'un réarmement de la connaissance est tout à fait possible. Je ne suis pas défaitiste et je pense que là où je suis optimiste, c'est que je pense que finalement l'espèce d'islamolatrie ambiante dans certains milieux repose beaucoup sur une forme de méconnaissance. Je ne pense pas que les gens soient mal intentionnés. Alors, je suis peut-être naïf, mais l'avantage, effectivement, de penser qu'ils ne sont pas mal intentionnés, c'est que je pense qu'on peut aussi convaincre les gens qui, aujourd'hui, sont de bonne foi convaincus que l'islam est la religion des damnés de la terre, mais que ils le font sur la base de connaissances partielles, de connaissances insuffisantes. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a une vision très eurocentrée de l'islam. On pense qu'avant Bonaparte en Égypte, le monde musulman n'avait pas d'histoire, pour reprendre la fameuse phrase de Victor Hugo sur l'Afrique. L'Afrique n'a pas d'histoire, le monde musulman n'a pas d'histoire propre et n'a pas d'histoire extérieure à celle de sa confrontation avec l'Occident. Donc je pense qu'on peut sortir de ce préjugé par la connaissance. Est-ce que vous avez l'impression que c'est dans cette direction qu'on va ? Quand des conférences sont annulées. Non, aujourd'hui non, c'est pas dans cette direction que l'on va, en fait, mais je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait ici, c'est-à-dire produire de la connaissance, la diffuser. Alors peut-être faire ça à l'extérieur de l'université si l'université aujourd'hui est verrouillée. Créer des institutions concurrentes, des think tanks, ce que vous avez fait avec le CERIF, et essayer aussi de diffuser de la connaissance à l'extérieur du monde académique, quitte à parier sur le fait que le monde académique puisse aussi être réceptif à cette connaissance produite pour réformer l'attitude du monde universitaire. Je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que la concurrence peut aider. La concurrence peut tout à fait aider et je pense qu'elle peut tout à fait aboutir à changer aussi la vie de ceux qui aujourd'hui ont une opinion fausse sur les questions musulmanes. Moi, j'ai foi. C'est une foi, c'est une nouvelle religion. J'ai vraiment cette confiance dans le pouvoir de la connaissance, de l'éducation, de la pédagogie. Voilà, si on part du principe que nos adversaires, nos opposants politiques sont mal intentionnés, qui sont complètement insusceptibles de changer d'avis, bon, dans ce cas-là, on rentre chez soi et on fait plus rien. Le but du jeu, ce n'est pas seulement d'être entre nous, mais c'est aussi d'aller chercher les gens qui ne sont pas convaincus, d'essayer de provoquer du débat contradictoire quand c'est possible, quand c'est pas possible, de produire du contenu à l'extérieur et d'essayer, entre guillemets, d'évangéliser les gens et les leaders d'opinion et de leur faire comprendre le bien fondé, en effet, des travaux et de la critique de l'islam. Alors maintenant, si on sort du milieu universitaire, il y a le milieu médiatique, il y a aussi la vie des gens. Moi, quand j'ai sorti mon livre sur le frérisme, j'étais étonnée de voir à quel point les gens étaient beaucoup plus lucides que ceux qui les représentent, que les élus. Mais qu'est-ce qu'il faut leur répondre à eux quand ils disent « mais nous, on ressent cette influence, cette infiltration, ce contrôle de ces populations musulmanes ». Est-ce que, alors évidemment, il y a la question de l'immigration, il faut fermer les frontières, etc. Mais même si on les fermait, ça ne changerait pas grand-chose. Donc qu'est-ce que vous pourriez leur dire à eux ? Je pense qu'il n'y a pas de solution magique sur le court terme. C'est un combat culturel qui va durer plusieurs décennies, qu'il y a en effet des réponses politiques sur le plan migratoire, ça c'est évident, mais qu'il y a aussi un combat culturel, intellectuel, un combat auquel tout le monde peut et doit participer. Se battre pour changer la manière dont on enseigne, par exemple, le fait religieux à l'école. Moi, j'y crois beaucoup aussi quand je regarde. Par exemple, qu'est-ce que... Mais par exemple, quand je regarde, l'islam est étudié en 5e au collège, si ma mémoire est bonne, et quand on regarde comment la religion musulmane est enseignée, bon, je crois que c'est Guillaume Di, l'orientaliste, qui disait que c'était une honte et que on se contentait de recracher la propagande musulmane sur la naissance de l'islam et la manière dont l'islam effectivement s'est diffusé. Donc on peut déjà commencer par introduire un peu plus de science et de méthode historico-critique dans la manière d'appréhender effectivement le fait islamique dès l'école. Moi je pense que c'est une manière... Donc il faut introduire
un enseignement historico-critique dans l'enseignement à l'école. Tout à fait. Moi, je pense que c'est nécessaire. Je pense que les institutions culturelles aussi ont leur rôle à jouer. Les chaînes publiques, les radios publiques. Pourquoi ne pas diffuser régulièrement des documentaires sur la manière, par exemple, dont l'islam est né, la manière dont le Coran a été canonisé, enfin, toute une histoire, finalement, que tout le monde ignore. Vous craignez pas que, justement, ça donne l'opportunité à des gens qui ont disons, une façon d'instrumentaliser l'islam différente, ça leur donne l'opportunité de répondre, puisque vous savez très bien que si on fait rentrer A dans la pièce, il va falloir faire rentrer B. C'est-à-dire, précisément? C'est-à-dire que si vous parlez de l'islam d'une façon particulière, d'autres vont dire oui, mais moi je ne vois pas la chose comme ça, et vont vouloir effectivement avoir leur voix dans les livres scolaires ou dans les médias. Aujourd'hui, ils ont déjà pignon sur rue dans les médias, donc je pense pas que ça va changer grand-chose sur ce plan-là. Au contraire, il y a seulement... Ils sont déjà les plus forts, vous voyez, puisqu'ils se sont imposés, puisqu'ils sont aujourd'hui hégémoniques. Ils sont précisément forts parce que nous ne répondons pas. Nous ne ripostons pas sur le terrain de la science et de la connaissance. Et effectivement, si vous laissez le champ libre aux fanatiques et aux islamistes pour vous expliquer ce qu'est l'islam, bah oui, vous aboutissez à une islamisation de la connaissance, de la société, et même à l'intériorisation chez les non-musulmans de préceptes islamiques. Il y avait, je crois que c'est Bernard Rouget qui avait fait une étude effectivement sur le marché éditorial musulman et qui montrait que l'écrasante majorité aujourd'hui des livres, des librairies, le marché éditorial était complètement salafisé. Bon, là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, on a déjà donné le pouvoir à ces gens-là dans le domaine de la culture. Donc, et de il faut interdire des livres ? Non, peut-être pas les interdire, mais en tout cas, riposter au niveau de l'offre et proposer une offre culturelle, politique, qui soit l'imposer. Il faut aller sur le terrain de l'islam. Il faut aller sur le terrain de la connaissance, pas forcément sur le terrain de l'islam. Enfin, en parler de toute façon. Oui, en parler, ça c'est certain, et contrer, mettre en pièces le récit islamique, le mettre en pièces sur le plan historique, le mettre en pièces sur le plan scientifique, le mettre en pièces sur le plan philosophique, c'est-à-dire vraiment avoir c'est un combat, c'est pas du tout. Et moi, je pense effectivement qu'il faut de ce point de vue-là s'arracher à une forme de s'émanciper d'une forme de pseudo-neutralité. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, mais ce n'est pas la neutralité de la société civile, et que la société civile, elle, n'a pas à rester neutre face à la diffusion d'une croyance ou d'une religion que l'on juge à juste titre rétrograde. Donc vous êtes optimiste? Donc je suis optimiste, tout à fait. Très bien, merci beaucoup Fabian Azian. Merci à vous, Florence.